Rassemblement national, Jordan Bardella, explique depuis quelques jours que voter pour vous, c'est voter pour ce pacte. Il explique que vous êtes pour l'ensemble de ce pacte. Alors, on va clarifier les choses. Est-ce que vous êtes pour une partie, contre tout ? Alors oui, j'ai vu en effet une communication totalement fausse et même mensongère du Rassemblement national à ce sujet, laissant croire ou laissant entendre que Reconquête aurait voté pour une mesure pro-immigration au sein de ce pacte asile-immigration. Bon, déjà, permettez-moi de dire que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui pourront se laisser convaincre que moi-même ou Reconquête ou Éric Zemmour sont ambigus sur ce sujet de l'immigration. C'est au cœur de notre combat, la lutte contre l'immigration de masse, le grand remplacement et l'islamisation du continent. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons voté contre l'essentiel de ce texte et en particulier sur l'une des mesures les plus graves et les plus problématiques. C'est un texte qui est en plusieurs points. C'est un texte très exactement, il y a une très dizaine long. en fait, de textes à l'intérieur de ce bloc pacte asile et immigration. Contre tout. Alors nous avons voté contre l'immense majorité des textes, en particulier la répartition forcée des migrants, puisque nous sommes contre ce mécanisme que vous avez rappelé qui force les pays à accueillir les migrants et s'ils refusent à payer une amende, dans la même logique d'ailleurs que nous nous opposons aujourd'hui à la répartition forcée des migrants dans nos campagnes françaises, voulues par Emmanuel Macron, contre parfois d'ailleurs les élus locaux, dans une logique de, je le cite lui-même, politique de peuplement, de ce qu'ils appellent revitalisation des campagnes aujourd'hui abandonnées par l'immigration. Et en revanche, nous avons voté pour une mesure qui est le fameux filtrage que vous avez également présenté, qui est très insuffisant et insatisfaisant en soi, mais qui permet, on va dire, un petit durcissement administratif et donc une petite facilitation à la fois de filtrage et d'expulsion pour les personnes qui arrivent sur le sol européen. Mais ce qu'on ne comprend pas quand même, quand on prend un petit peu de recul, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui semblent aller, en tout cas, dans le sens de ce que vous demandez depuis un moment. Il y a beaucoup de commentateurs qui parlent d'un durcissement très inattendu des lois européennes en matière d'immigration. Non, en réalité, on est quand même très loin du compte parce que même si, en effet, il y a quelques petites mesures administratives que vous venez de citer avec le filtrage qui, pour le coup, vont plutôt dans le bon sens, elles ne régleront pas le problème aujourd'hui de l'explosion de l'immigration clandestine sur le sol européen. Je rappelle quand même que l'année dernière, nous avons vécu un record d'arrivées sur les côtes européennes qui n'était pas vu depuis 2015. Il y a aujourd'hui, pareil, l'année dernière, plus de migrants légaux et illégaux qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Donc c'est véritablement un basculement civilisationnel qui nous menace et dont nous voyons tous les jours les conséquences identitaires, culturelles et sécuritaires. Maintenant, si on voulait répondre à la hauteur du défi démographique qui s'impose à nous et à la pression migratoire aujourd'hui de l'Afrique sur le sol européen, il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait notamment mettre en place un blocus naval militaire en Méditerranée face au trafic de passeurs et aux bateaux de migrants. Il faudrait arrêter d'ailleurs de subventionner ce que fait aujourd'hui la Commission, les fameuses ONG humanitaires de gauche et d'extrême gauche qui se font les complices des trafiquants et de ces passages. Il faudrait également réformer l'espace Schengen et réserver la libre circulation aux Européens. Il faudrait réformer le droit d'asile. Vous savez que le droit d'asile, c'est un droit aujourd'hui défini au niveau européen qui a une lecture beaucoup trop large. Je vous donne un seul exemple. Il y a quelques jours de cela, vous avez vu évidemment dans l'actualité, un homme à Bordeaux a frappé au couteau et tué une personne parce qu'elle ne respecte pas les règles du ramadan et donc l'abstinence alimentaire durant le ramadan. Et cet homme était un réfugié afghan. Il avait obtenu le droit d'asile. Il n'est pas possible aujourd'hui que ce droit d'asile soit tellement large qu'il permette à ces personnes d'être accueillies, nourries, logées sur le sol européen. Alors on va prendre un exemple si vous voulez bien, parce que vous savez, ici on est très près de Menton, frontière franco-italienne. C'est un peu le point de passage politique de toutes les personnalités politiques qui viennent parler d'immigration. Il y a eu Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Gérald Darmanin, Jordan Bardella, bref, tout le monde vient ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce pacte immigration ne va pas changer les choses à ce point de passage obligé qu'est Menton? Pour une raison simple, au-delà de toutes les mesures que je viens de vous présenter et qui selon moi, régleraient une partie du problème, parce que l'on ne s'attaque pas, j'ai envie de dire, à l'origine du problème. L'origine du problème, qui fait d'ailleurs que l'Italie est essentiellement un pays de transit et que la France est essentiellement un pays de destination finale pour ces migrants, c'est toutes les politiques incitatives à l'immigration. Pourquoi aujourd'hui les personnes qui arrivent en Italie ne restent pas en Italie? D'une part, parce qu'en Italie, il n'y a pas le droit du sol.
il y a le droit du sol en France. D'autre part, parce qu'en Italie, vous n'avez pas toute la politique sociale extrêmement, évidemment, favorable que vous avez aujourd'hui en France, puisque quand vous arrivez même clandestinement en France, vous avez l'assurance de pouvoir avoir des enfants qui sont scolarisés automatiquement, des aides au logement, un certain nombre d'aides, évidemment, sociales extrêmement généreuses. Et puis, vous avez la promesse, qui est pour moi l'une des choses les plus dramatiques, de pouvoir être régularisé, même si vous êtes entré illégalement. Et donc, ça, on a bien compris, mais comment vous faites, par exemple, un blocus naval au oui, large de Menton parce que... Mais comment vous faites au large de Menton ou au large de Matignon? Je vais vous répondre, mais ce que je veux dire, c'est que si déjà vous cassez les raisons de venir, c'est quand même, excusez-moi, une bonne manière d'arrêter l'afflux. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des appels d'air de plus en plus importants? C'est parce que les gens savent que s'ils traversent même au péril de leur vie et qu'ils arrivent sur le sol européen, ils ont la certitude de ne quasi, même si d'ailleurs leur demande d'asile est refoulée, ne pas être expulsés, voire même d'être accueillis et régularisés. C'est pour ça que moi je prône d'ailleurs le modèle qui est le modèle australien, qui est un modèle dissuasif extrêmement fort. Il y a des campagnes de publicité faites dans les pays d'origine en disant « ne venez pas », parce que si vous venez clandestinement, vous ne serez jamais régularisé, quelles que soient les circonstances. Excusez-moi, mais ça n'est pas la politique du gouvernement. Le gouvernement, il a voté une loi immigration, d'ailleurs votée également par le Rassemblement national, qui aboutit à quoi? À une augmentation des régularisations de clandestins sur le sol européen. Donc oui, ces personnes tentent évidemment la venue et le territoire des Alpes-Maritimes, et Menton en particulier, est une victime. Pour vous répondre sur le blocus naval européen, c'est une coordination en fait matérielle et humaine des pays européens qui mettent finalement leurs effectifs et leurs moyens au pot commun, si je puis dire, de la défense de nos frontières européennes pour permettre de bloquer le passage de ces bateaux, de les ramener plus efficacement sur les ports d'origine, de détruire les embarcations, évidemment, sur les côtes des passeurs et de faciliter l'arrestation de ces trafiquants. Le problème, c'est que ce blocus naval européen, qui a été voulu, je le rappelle d'ailleurs, par Giorgia Meloni lorsqu'elle est arrivée aux affaires, a été empêché par le gouvernement allemand et par le gouvernement français qui, lui, a préféré accueillir, souvenez-vous, le fameux bateau de clandestins, l'Océan Viking à Toulon, contribuant ainsi évidemment à l'augmentation de l'appel d'air. Vous parlez de Giorgia Meloni, donc vous êtes dans le même groupe au niveau européen. Ça, il faut bien préciser aussi pour les gens qui nous regardent, c'est que c'est pas comme en France, ça c'est des groupes transnationaux. Exactement. Au niveau du Parlement européen. Si vous êtes élu, vous siégerez dans ce groupe-là, je pense. Évidemment. Alors la question, c'est la suivante. L'Italie, est-ce que l'Italie ne reflète pas justement la complexité de tout ce problème? C'est-à-dire qu'on a vu la campagne de Giorgia Meloni, les thèmes sur lesquels elle a été élue, et puis elle a annoncé l'autre jour qu'elle allait ouvrir, entre guillemets, 450 000 titres de séjour pour les travailleurs étrangers. Donc quand on se retrouve face à la réalité, on n'a pas le même discours. Il devient un petit peu moins radical. C'est classique. Alors, aussi. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une véritable volonté de Giorgia Meloni qu'elle a démontré d'ailleurs par le durcissement des conditions de détention des clandestins, par le blocage qu'elle a fait justement des ONG humanitaires de gauche complices des trafiquants de passeurs, par cette volonté du blocus naval qu'elle voulait et qui a été empêchée une fois de plus par les autres gouvernements. Et je le rappelle, les conditions en Italie ne sont pas du tout les mêmes dans l'accueil des migrants. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'un des enjeux de cette élection européenne, c'est de faire en sorte que demain, le Parlement européen, en construisant une nouvelle majorité à droite, et j'y reviendrai, soit aux côtés des gouvernements de Giorgia Meloni qui veulent mener ces politiques et non pas contre elle. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement au Parlement européen, la majorité au Parlement européen est composée de quoi? Est composée des socialistes, alliés au groupe PPE-DLR, alliés aux macronistes, et tout ça forme la majorité d'Ursula von der Leyen. Et cette majorité-là est, depuis des décennies, une majorité pro-immigration. Une majorité qui considère que Frontex ne doit pas servir à protéger les frontières des Européens, mais bien au contraire à accompagner l'arrivée des migrants et ensuite à les accueillir et à les répartir. Donc si on veut demain que des gouvernements comme Giorgia Meloni puissent avoir les mains libres, eh bien il faut que le Parlement européen soit au contraire à côté d'elle, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette élection. Une petite parenthèse, on a l'impression que vous dites que vous développez des thèses qui bien sûr ne sont pas celles du gouvernement, ce qui est normal. Je voudrais votre avis sur un point. Il y a un préfet ici dans les Alpes-Maritimes qui a récemment fait un tweet qui a été extrêmement commenté et critiqué, qui faisait un lien sur le quartier des Moulins à Nice entre le nombre de personnes étrangères et l'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est plus une opinion, c'est un fait. C'est un fait d'ailleurs même reconnu par le ministre de l'Intérieur lui-même. Mais c'est un préfet de l'État.
Donc Oui, mais c'est à l'inverse de ce que vous dites. Vous dites que l'État, la Macronie ne le reconnaît pas. Or oui, là... mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité est tellement violente, excusez-moi, les chiffres de l'insécurité sont tellement forts, le lien entre Gérald immigration Darmanin est venu au Moulin, et hein. insécurité est tellement flagrant qu'ils ne peuvent plus nier la réalité, même s'ils la minimisent. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'en tirent pas les conclusions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lutter contre l'explosion de la criminalité et du narcotrafic, en particulier lié en effet à l'afflux clandestin, et c'est ce que dit et révèle ce préfet, que 70% des personnes qui ont été interpellées dans le cadre du deal sont des clandestins. C'est-à-dire que c'est même plus une question de nationalité étrangère, là c'est carrément des clandestins, des personnes en situation irrégulière. Et ce qu'on appelle les mineurs isolés, quand ils sont mineurs, sont aujourd'hui le vivier de recrutement privilégié de ce narcotrafic. Donc aujourd'hui, il y a une corrélation évidemment directe entre les deux. Le problème, c'est que ce gouvernement pense ou feint de penser qu'il suffit aujourd'hui d'augmenter les moyens de la police pour régler le sujet. Mais le problème, c'est que la police aujourd'hui, elle est prise en étau entre deux laxismes. D'un côté, en amont, le laxisme de la politique migratoire, qui évidemment, comme je viens de le démontrer, est en lien direct avec l'augmentation de la criminalité, et en aval avec le laxisme judiciaire, puisque évidemment la réponse pénale n'est pas du tout à la hauteur évidemment de l'état criminel de notre pays. Et donc vous pouvez mettre un policier à chaque rue, si vous ne traitez pas ces deux problèmes en amont et en aval, eh bien vous n'aboutirez jamais à des résultats tangibles, et c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans le quartier des Moulins comme ailleurs, avec au-delà d'ailleurs du narcotrafic, des tirs à l'arme de guerre, des viols, des agressions, enfin je veux dire, on est littéralement, on a l'impression dans un pays en guerre. Je vous donne un repère, il nous donne un peu moins de 10 minutes. Je voudrais qu'on écoute quelqu'un contre qui vous avez débattu, c'est Marie Toussaint. C'était récemment à la télé. Elle est tête de liste écologiste aux européennes. On l'écoute. La réalité, c'est qu'on vient l'accélération du dérèglement climatique. On voit les inondations, les sécheresses. Vous savez, chez moi, en Gironde, on a à la fois les inondations, mais aussi les feux de forêt. On a les 44 degrés à l'hôpital dans le service pédiatrie. Et donc, le dérèglement climatique, je le sais, il est là partout. Et il tient beaucoup au cœur des Françaises et des Français. Mais vous savez, nous sommes là, nous nous battons. Si nous n'étions pas là pour nous battre contre les polluants éternels, par exemple, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, si nous n'étions pas là pour rappeler la réalité du dérèglement climatique, si nous n'étions pas là pour tenir bon face au lobby, par exemple sur la question des pesticides, eh bien il n'y aurait pas d'écologie. Alors qu'on en a absolument besoin. Marie Maréchal, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre campagne est obsessionnellement monothématique autour de l'immigration, que vous parlez très peu d'écologie, que vous parlez très peu de pouvoir d'achat et que l'Europe, c'est pas seulement l'immigration? Alors déjà, j'invite toutes les personnes à aller regarder le débat que j'ai eu avec Marie Toussaint, parce que nous avons parlé très longuement de nos deux visions antagonistes de l'écologie. Moi, je vous le dis, j'assume de mettre en priorité le sujet, en effet, de l'identité et de la défense de la civilisation, parce que je considère aujourd'hui qu'il y a une course contre la montre démographique et que le jour où un peuple est minoritaire sur son propre sol, eh bien, ça n'est plus un peuple libre. Et qu'aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est que demain, la France ne soit plus la France et que l'Europe ne soit plus l'Europe. Et que donc nous ne sommes plus un continent de culture européenne et de tradition chrétienne. Or, moi, j'ai deux petites filles et je souhaite que ces deux petites filles puissent grandir en tant que Françaises en France. Et quand je vois l'actualité de ces derniers jours, où la charia vestimentaire et alimentaire s'impose par la force. On voit une police des mœurs islamiques aujourd'hui à l'œuvre dans notre pays par le biais de l'immigration. On voit des jeunes filles qui se font lyncher parce que elles ne sont pas voilées à l'école. On voit des jeunes filles se faire lyncher parce qu'elles ne pratiquent pas le ramadan. Non mais je vous dis pourquoi. On peut vous répondre aussi que l'environnement dans lequel elles vont vivre, l'environnement écologique, c'est important. Et j'y viens. Maintenant, évidemment que la question écologique et la question de la défense de la biodiversité, de nos espaces naturels, de la faune, de la flore est un sujet important. Mais moi, ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie et de ce fanatisme écologique incarné par les Verts qui aujourd'hui dominent moralement l'espace public et en particulier le Parlement européen. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, déjà au-delà du fait que derrière leur discours écologique se cache quand même un islamo-gauchisme avéré, ce sont des gens qui ont une politique de normes, de taxes, de contraintes extrêmement forte sur notre économie et notre agriculture qui aboutit à quoi ? Qui aboutit à la décroissance, qui aboutit à la baisse de la production en Europe et qui a pour conséquence directe l'augmentation des importations de produits étrangers sur le sol européen. Or, chiffre important, la moitié aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre sur le sol européen, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux du ministère de l'Environnement, sont dus aux importations. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne défendrez pas l'environnement et vous n'arriverez pas à baisser les émissions de gaz à effet de serre si vous créez un modèle qui consiste à organiser la décroissance en Europe,
a donc augmenté les importations sur le sol européen, à s'aborder le nucléaire qui est aujourd'hui l'énergie la plus propre et à défendre notamment le fameux pacte vert dont on a beaucoup parlé, qui a pour conséquence directe, donc le pacte vert, simplement pour faire simple, c'est un grand bloc de mesures à vocation écologique soi-disant, et qui aboutit à quoi ? À la baisse de la production agricole en Europe, à l'expulsion de 7 millions de logements du marché locatif, avis aux propriétaires, à la fin des voitures thermiques en 2035, qui est quand même une industrie sur laquelle l'Europe est en pointe, alors que la Chine a 10 ans d'avance sur les voitures électriques, et qui aboutit à des objectifs de production d'électricité par le renouvelable, qui font que demain, l'intégralité de la façade maritime, y compris la vôtre, pourra se retrouver avec des éoliennes offshore. Et bien moi, je m'inscris en faux contre cette écologie de la punition et de la pénitence, qui est un non-sens économique et qui surtout n'a rien d'écologique à la fin. Il y a un thème que je voudrais qu'on aborde également, c'est l'union des droites. C'est un thème que vous avez essayé de mettre en pratique dès 2015. J'en parlais au début de cette émission, puisque la tête de liste ici dans les Alpes-Maritimes, c'était Olivier Pétati, qui venait de l'UMP, du RPR même. Donc vous avez essayé de faire ça en 2015. Vous essayez de le faire également depuis. On dit beaucoup quand on discute avec des députés européens qu'au Parlement européen, les choses sont plus faciles, moins tendues que dans les parlements nationaux. Est-ce que cette union des droites, vous arriverez à la faire en Europe alors que c'est extrêmement difficile à faire en France? En tout cas, moi, l'enjeu de ces élections européennes, c'est de battre le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Et aujourd'hui, quand on regarde les sondages européens, le seul groupe qui peut battre celui d'Emmanuel Macron, c'est celui auquel appartient Reconquête. C'est un groupe qui s'appelle le groupe des réformateurs et des conservateurs et réformistes européens, l'ECR. Ce groupe, aujourd'hui, c'est le plus influent à droite. C'est 17 nationalités, c'est 4 gouvernements, probablement 5 d'ailleurs avec Viktor Orban au lendemain des élections. Et c'est le groupe qui peut faire basculer, en effet, la majorité demain d'une Europe gouvernée depuis des décennies par le centre et la gauche vers une Europe de droite. Maintenant, la condition pour avoir cette nouvelle majorité et donc sortir Ursula von der Leyen et donc vraiment réformer l'Union européenne, c'est qu'il y ait une coalition entre différents groupes, dont une alliance avec le groupe auquel appartient aujourd'hui le Rassemblement national. Moi, je souhaite cette alliance. Je la défends au Parlement européen, comme je la défends d'ailleurs au niveau national. Parce que je considère que c'est la clé pour pouvoir faire en sorte de battre la gauche et de battre les macronistes, ce qui est mon obsession. Est-ce que vous regardez toujours, je ne sais pas si vous tendez la main, mais est-ce que vous regardez toujours vers une partie des Républicains Bien sûr, qui est largement représentée ici? Qu'est-ce que vous leur dites? Bien sûr, mais je leur demande de clarifier. Qu'est-ce que vous dites à Éric Ciotti, par exemple? Mais je leur demande de clarifier déjà leur position au Parlement européen. Une fois de plus, je le dis, ils siègent dans un groupe qui aujourd'hui gouverne avec les socialistes et avec les macronistes derrière Ursula von der Leyen. S'ils ne sont pas d'accord avec sa politique, mais qu'ils quittent ce groupe. Puisque aujourd'hui, Ursula von der Leyen est la candidate officielle de leur groupe au Parlement européen, désignée par eux. Donc moi, je demande de la cohérence. Une fois qu'il y a de la cohérence, je suis prête, évidemment, à travailler avec toutes les bonnes volontés à droite, ce qui ne veut pas dire, attention, que ce soit le Rassemblement national et les Républicains, on n'a pas des différences, voire parfois des divergences, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation, notamment sur les questions identitaires, migratoires, sécuritaires, sont tellement fortes qu'il faut être capable de s'entendre sur l'essentiel. Moi, j'ai bon espoir que nous y parvenions. Jordan Bardella lui-même a annoncé lors de ses vœux qu'il était prêt demain à travailler au Parlement européen avec le groupe de Reconquête. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Reconquête soit le plus fort possible demain aux élections pour pouvoir aboutir justement à cette coalition. Deux dernières choses, assez rapidement. On vous a posé 10 000 fois la question de RN et de Reconquête. Mais est-ce qu'ici, on oublie un peu l'Europe, est-ce qu'ici, dans un territoire comme les Alpes-Maritimes, c'est pas un petit peu suicidaire, notamment dans le vu des prochaines élections à venir? Non, je ne crois pas, parce que déjà, une fois de plus, rappelons que les élections européennes, il faut faire 5% pour avoir des élus. Donc ça, c'est l'objectif de Reconquête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une force telle que Reconquête à droite, puisque, comme je le disais, nous avons des différences avec le Rassemblement national, en particulier sur les questions économiques, mais pas seulement. Aujourd'hui, la direction du Rassemblement national considère que, par exemple, que l'islam est compatible avec la République. Moi, je considère que aujourd'hui, nous sommes dans un choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français, et donc ça fait des points de vue différents sur le plan économique. Le RN est plus étatiste, plus fiscaliste que nous, ne veut pas remettre en cause la politique d'assistanat. Bon, c'est notre cas à nous. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve normal qu'il puisse y avoir des forces qui existent,
qui ne défendent pas exactement la même chose pourrait sur être tout. gommée dans certaines particularités locales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les élections municipales, je l'espère, seront un moment de rassemblement. Ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, notre représentant à Nice, Philippe Vardon, puisse être finalement la tête de pont de cette coalition des droites à Nice. Un dernier point, vous me répondez vraiment très rapidement. On a beaucoup parlé de faux comptes sur les réseaux sociaux, vous concernant récemment et concernant Marine Le Pen. Est-ce que vous jugez que c'est grave et est-ce que vous comptez porter plainte ? Pour être honnête, j'ai regardé ça d'assez loin, donc je n'ai pas pris de décision, mais grave, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ça en détail, je ne sais Ça pas. peut porter atteinte à une image notamment et peut-être au message que vous véhiculez. Oui, évidemment, mais bon, j'avoue que je regarde ça d'assez loin, n'étant pas une femme moi-même des réseaux sociaux. J'ai regardé ça plutôt avec amusement, mais je vais me pencher sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes tête de liste aux élections européennes pour Reconquête, des élections européennes qui auront lieu au mois de juin prochain et qu'on suivra bien sûr sur France 3. Très bel après-midi et à dimanche prochain. L'info